Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Kinshasa direct pour ce soir. Le mois des gens se termine, notre mois, avec de grands événements au Congo, les obsèques du Congo ou les obsèques de Patrice Emery Lumumba avec des hommages de la nation à ce héros national, Patrice Emery Lumumba, depuis la restitution. Certains parlent de reliques, d'autres parlent des restes du corps. Nous disons, comme Africains, c'est Lumumba qui est rentré sur sa terre natale pour y reposer en paix. Alors, mais si on parlait de Chila Tembo, là où on l'avait abattu avant de le diluer dans l'acide, si on l'enterrait là-bas, c'est une réflexion à haute voix. On en parle avec un cadre du PALU, parti lumumbiste unifié, ce soir. Il s'appelle Charles Mubilulu. L'autre Charles, c'est Mushizi Mugaga. Il est juriste, analyste indépendant. Avec lui, nous réfléchissons sur l'avenir politique de Vital Kamerhe. Quel rôle il pourra jouer, cet allié de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, l'actualité chez nous. Les grandes lignes, c'est avec vous, Christian Kalonji. Christian, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, madame, monsieur. Élevé au grade de grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, Polo et Okito, compagnons de Patrice Emery Lumumba, ont été officiellement décorés à titre posthume ce mercredi par le chef de l'État. La cérémonie d'hommage à l'ancien premier ministre de la RDC a eu lieu aujourd'hui au Palais de la Nation. Première journée scientifique du CHIP en prélude à l'inauguration de l'extension de ce centre hospitalier prévu le 30 juin par Olive Lembe Kabila. Plusieurs spécialistes, parmi lesquels certains venus de la diaspora, exposent sur différents thèmes liés à l'hyperspécialisation dans le domaine médical. En dehors de nos frontières, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est dans un état critique. À l'âge de 79 ans, l'ex-chef de l'État est hospitalisé en soins intensifs à Barcelone, en Espagne. La dégradation de son état de santé a été confirmée par des sources officielles. Il a dirigé son pays durant 38 ans. Puis en culture, c'est déjà pour ce jeudi au Stade des Martyrs le grand concert de réconciliation de Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain. À Kinshasa, la mobilisation est totale. Les Kinois s'empressent déjà pour vivre ce moment inédit après plus de 20 ans de séparation, une véritable renaissance de la culture congolaise. Tout ce titre vous sera développé tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Merci de nous fixer les développements de tous ces titres et tant d'autres sur la table de la rédaction dans moins d'une heure sur nos antennes. Entre-temps, c'est le temps pour nous de prendre de l'envol. Charles Mushizi et l'autre Charles, cadre du PALU, sont prêts. Nous allons vous servir tout à l'heure. Télé50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé50, simplement congolais. Au commencement était la télévision en RDC. Puis est venu Télé50.
Et depuis 12 ans, tout a changé. Charles Mouchizi est avec nous, le tout premier invité, le tout premier Charles. Avec nous sur ce plateau, Mouchizi Mougaga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Alors, c'est plus de sagesse? On le dirait, par apparence peut-être, oui, mais à vous de juger. C'est au peuple de juger, mais bon, voilà, tout dépend. Je ne suis pas biologiste, encore moins médecin pour dire, ou anatomiste. En tout cas, on reconnaît le moine par son habit. Même si c'est pas l'habit qui fait le moine. Exact. Charles Mouchizi, vous êtes juriste, analyste indépendant, loin de faire les troubadours et les trouvères, loin, parce que vous n'êtes pas un acteur politique dans une formation politique. Nous regardons les choses objectivement. Vitel Kamerhe acquitté avec co-accusé. La première sortie médiatique, vous l'avez suivi hier, reçue par le président de la République, qui est en même temps son allié de Nairobi. Ensuite, une longue interview sur base, je crois, de 2 questions ou 3 sur un média confrère, Top Congo, il faut le dire. Apparemment, c'est un homme qui semble être déjà mis au parfum de ses futures fonctions politiques. Une rentrée pas gratuite. Quelle est votre analyse personnelle? L'analyse personnelle, c'est d'abord le fait que le chef de l'État ne l'a jamais désavoué publiquement. Le chef de l'État a toujours soutenu M. Kamerhe, en tout cas dans toutes ses sorties. Il a tantôt parlé d'un homme juste, d'un homme honnête, d'un homme compétent, etc. À un certain moment, il a même dit qu'il avait la clé pour les solutions politiques au Congo parce qu'il avait trouvé un bon partenaire. Il ne s'est jamais contredit sur ses propos. Et donc, du coup, Kamerhe, en disant à la toute première rencontre avec M. Tshisekedi qu'il venait rencontrer un partenaire politique, il ne s'est pas trompé de propos parce que non seulement le chef de l'État a réaffirmé plusieurs fois ce partenariat, mais aussi il ne l'a jamais dénoncé et Kamerhe non plus ne l'a jamais dénoncé. Alors, est-ce que vous avez retrouvé dans cette interview l'ancien directeur de cabinet co-gestionnaire de la République de Félix Tshisekedi? Nous co-gérons la République. Nous réfléchissons dans les médias. Non, pas particulièrement. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui est disposé à offrir ses prestations de service au bien de la République, mais pas forcément à une fonction particulière. Il n'a pas été revendicatif et il n'a pas proposé quoi que ce soit. De toute façon, le reste s'est passé entre lui et son partenaire pendant 2 heures. Il est fort probable qu'ils aient parlé de ça, mais je crois qu'il s'est beaucoup retenu pour ne pas en faire état. Nous, dans une analyse prospective, nous anticipons déjà pour voir quel rôle Vitel Kamerhe pourra-t-il jouer. Je ne pense pas qu'il redeviendrait directeur de cabinet, parce que Niembo, le Guilain le fait déjà très bien, un homme très effacé, pas un partenaire politique encombrant, mais un véritable directeur de cabinet. Mais alors, le rôle de Kamerhe, un homme offensif, vous le voyez, Premier ministre ou un chef de la diplomatie? Je crois d'abord qu'en politique, tout est possible. Donc, c'est au chef de l'État qu'il appartient d'aménager son cabinet selon les orientations auxquelles il veut donner des réponses particulières aux problèmes congolais, à travers lesquels il veut donner des réponses particulières aux problèmes congolais. Et donc, que ce soit l'actuel ou celui qui a précédé, je crois que tout ça est possible, le remaniement est possible. Autre chose,
Je crois que, tel qu'il s'est présenté, M. Vital Kamerhe n'est pas demandeur de poste. Peut-être qu'il décidera cette fois de jouer dans l'ombre et d'envoyer ses majors et ses généraux pour travailler au sein du gouvernement ou du cabinet du ministre, du Premier ministre, afin de produire peut-être des résultats en faveur des Congolais, sans besoin que ce soit des aménagements politiques auxquels lui-même peut répondre. Mais je me dis, il peut être un bon Premier ministre, pourquoi pas, parce qu'il a une scolarité défendable, une carrière politique défendable aussi. Donc, tout cela relève du possible, mais je ne serai pas de... Je ne prendrai pas le risque de croire qu'il est demandeur d'un poste pour le moment. Ce qui serait tout à fait légitime. Il l'a pas dit. Ce serait de toute façon tout légitime. Voilà, il ne l'a pas dit. L'attitude de l'UNC, son parti, à part quelques extrémistes en colère qui avaient failli gâcher l'affaire Cash, mais c'était une attitude responsable et saluée par beaucoup comme étant un parti politique responsable, mature, et surtout depuis la prise des fonctions de Boji Sangara. Voilà. Et puis, depuis le recadrage de jeunes Turcs comme Sélé Yamba et qui encore, l'ancien ministre de la jeunesse et qui encore pas son nom en tête. Voilà, Kambalé. Je ne suis pas de l'UNC de oui, toute Kambalé. Nous, ce sont des gens avec qui on s'habitue parce qu'on les reçoit. Mais les jeunes Turcs ont été recadrés. Et du coup, c'était l'oscillance, la maturation et autres. Pour vous, la sentence, on peut dire le jugement prononcé par la Cour de cassation, c'était une surprise ou apparemment c'était déjà soufflé. Donc l'UNC s'attendait à ces sorts. D'abord, il faut dire que le parti de M. Kamerhe, c'est un parti très très jeune. Et je crois qu'en dehors de lui-même, il n'y a pas beaucoup de gens à l'intérieur qui aient véritablement une expérience politique qui puisse justifier d'une certaine maturité politique. Et donc, on peut comprendre que de temps en temps, ils se soient frottés les uns contre les autres de la manière la plus imprudente, mais qu'à la fin, ils se sont tassés quand même, probablement sur interpellation de leur chef. L'autorité morale a retracé les lignes. Je crois que et ça s'est remarqué plus ou moins dans les attitudes qui se sont déclinées tout de suite après. Alors, mais maintenant, par rapport à cet acquittement, bon, la justice a considéré qu'elle devait plutôt acquitter que condamner ou que confirmer la condamnation antérieure. Vous attendiez à ce verdict Moi, que certains qualifient de politiquement motivé et judiciairement décevant, par exemple. En tant qu'avocat d'une modeste expérience, je ne peux pas parler de cette manière-là. De toute façon, la justice qui a reçu le dossier en examen, en instruction, a estimé qu'au vu des éléments de preuve qui ont été brandis par les parties, notamment par le ministère public, je veux parler du parquet, il n'y avait pas assez de probabilité que les infractions pour lesquelles M. Kamerhe a été poursuivi soient établies. Ça, c'est du point de vue du juge. Mais moi, particulièrement, je ne m'attendais à rien. En tant qu'avocat, j'observe la scène judiciaire et je m'attends à ce que le magistrat se prononce dans le sens qui lui plaira, pas qui lui plaira, qui relèvera de son intime conviction en tant que juge. Et là, lorsque je parle de juge, je ne vois pas un individu isolé qui s'appelle juge. Je vois un délibéré qui sort avec une décision mature basée sur des motivations conformément à la Constitution et qui aboutit à une conclusion, ce qu'on appelle le dispositif de jugement, à travers lequel il donne son point de vue sur l'affaire qui a été soumise à son examen. Charles, sans pour autant être initié aux techniques d'interprétation des discours, des interviews ou d'autres textes, même les néophytes peuvent déjà comprendre ou se faire une idée nette de ce que sera fait demain à partir de ce que Vital Kamerhe, leader de l'UNC, a dit donc dans les médias. Il vient
d'abord vous démontrez que beaucoup de choses ont été faites, mais on n'en parle pas dans plusieurs provinces par Félix-Antoine Tshisekedi. Un homme pendant presque 2 ans en prison ou dans un local de l'hôpital, mais en tant que prisonnier, frustré par la manière de rendre compte par les médias ou les services compétents en charge des communications du président de la République qui ne disent pas assez ou qui ne font pas assez pour faire voir à l'opinion ce que ce régime est en train de faire. Alors, je crois qu'il faut... en quelques minutes, il a commencé à décrire ce qui est déjà fait. En fait, c'est là la différence peut-être entre l'envergure de sa personne sur le plan politique et l'envergure de ceux qui ont été peut-être ces frondeurs. Je ne sais pas le dire de cette manière, mais comprenez quand même, passe-moi le mot. Dès qu'il s'est exprimé, il a dit que les épreuves auxquelles il a été soumis à travers la prison ne sont pas à la hauteur des attentes de la population congolaise, ni de sa volonté à continuer à servir. Ça, c'est fondamental. Là, c'est personnel. Oui, mais ça, c'est fondamental. Il a tracé en quelques lignes les bilans ou, on peut dire, mi-parcours du président de la République. Mais j'ai aimé quelque chose plutôt qu'il a relevé, et c'est peut-être là la question centrale sur laquelle nous devrions nous appesantir dans ce débat. Que la presse commise, ou les services de communication commis à ce travail, en fait, qui n'a pas été fait. Mais lui, en quelques lignes, dans une interview, il s'érige déjà en traceur des bilans. Et même déjà un programme pour ce qui est de la réforme de la justice. Je vais revenir au programme. On dirait un futur directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Encore une fois, je ne vais pas m'hasarder à préciser le positionnement individuel de Kamere parce que je ne suis pas dans le secret de son âme. Mais disons plutôt que c'est quelqu'un qui a semblé relever un certain nombre de choses sur lesquelles il faut faire attention. Et c'est notamment la manière avec laquelle la justice fonctionne au Congo et la crédibilité qu'il faut imprimer au pouvoir judiciaire pour qu'il fasse plutôt le contrepoids des accusations de l'opinion, des accusations qui sont souvent gratuites. Et notre justice est à réformer à ce titre parce que lorsque le parquet amène l'accusation devant le tribunal, devant le juge ou devant la cour, il a tendance à faire passer l'accusé, qui n'est qu'un prévenu en ce moment-là, comme un criminel avéré. Alors qu'en ce moment-là, la personne continue à bénéficier de la présomption d'innocence. Et je crois que, et même déjà, en fait, l'opinion condamne plutôt, beaucoup plus avant que le juge, parce que dès que vous êtes accusé dans ce pays, vous êtes considéré comme criminel. Je ne vais pas épiloguer sur la manière avec laquelle les procès de 100 jours se sont terminés, mais je crois qu'en mettant un point sur le besoin de renforcer la crédibilité de la justice au sein de l'opinion, il est très important que le chef de l'État prenne ça très très au sérieux, parce qu'il en va aussi de l'honneur, de la réputation des individus qui sont accusés à tort ou à raison. Vital Kamere, toujours dans cette interview, revient de manière incisive, on peut dire même offensive. Il fait ressortir le discours qui par moments était né ailleurs, il relève les faiblesses des services de renseignement concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays, c'est-à-dire au Congo, c'est le pays qui est en guerre. Il relève également les problèmes qui affaiblissent notre armée. Il parle des nettoyages au sein de services de sécurité ou de renseignement au sein de l'armée. Concrètement, un Messi qui revient dans son équipe de Barça, qui quitte PSG pour venir aider les dirigeants de l'équipe, où il revient pour pouvoir faire tomber les dirigeants de l'équipe et puis les faire remplacer par d'autres.
En tant qu'acteur politique majeur, et là, je ne voulais pas trop parler de Kamere parce que je ne suis pas de son parti. On interprète donc oui, son interview. Mais Oui. je crois qu'en je connais tant vos que- réserves, Oui, voilà. mais nous, c'est notre devoir d'aborder les choses. Oui, en tant que politique majeur, je crois qu'il a fait une observation qui est en droit de faire toute personne avertie d'une telle expérience et d'un tel âge. Et c'était une manière d'alerter surtout le chef de l'État parce que ça constitue... Les secteurs auxquels il a fait allusion sont des secteurs qui constituent aujourd'hui le ventre mou du pays. Et je crois qu'il était de bon droit pour lui de relever cela à l'attention du chef de l'État, mais aussi à l'attention de l'opinion, parce que ça se sent alors que si jamais il décide de retourner activement sur la scène politique, que ça va être là les aspects sur lesquels il va particulièrement travailler pour améliorer. Je sais qu'il connaît un peu l'armée parce qu'il a travaillé dans un service paramilitaire qui était le service national pendant des années, donc probablement qu'il connaît beaucoup les questions de sécurité. Il le dit pendant que l'armée est au front contre l'agression rwandaise et ougandaise, il faut le dire de manière claire, comme l'eau de roche. Il l'a dit en 2007 et ça lui a valu son poste en 2008, je crois. Est-ce que c'est en ce moment qu'il fallait le dire quand on sait que le président connaît ses failles et qu'il soit en train de réformer ou de pousser le changement, mais pas de manière, comme on dit, ex abrupto, comme un chef. C'est une belle préoccupation. C'est une très très belle préoccupation, celle que vous relevez. Mais je crois qu'à le dire, parce qu'on a déjà suivi aussi le chef de l'État sur ces aspects-là, il voulait peut-être montrer qu'il est aussi en complicité avec le chef de l'État sur les mêmes aspects. Le chef de l'État est le tout premier, depuis plus de 20 ans, à pointer directement le Rwanda. Il n'y a que Laurent Désiré Kabila qui avait pointé directement le Rwanda. Pendant 18 ans, Joseph Kabila n'a jamais prêté attention sur l'importance de citer nommément l'agresseur. Kabila avait cité en son temps, avant la réunion de Kampala, quand le M23 avait pris Goma, Kabila avait dit c'est le Rwanda. Vous ne vous souvenez pas? Ce n'était pas suffisant pour éveiller les consciences nationales. Aujourd'hui, tous les Congolais, du Bandundu comme de Moba Mbongo, de Kasaï comme de fin fond de Sud Kivu, c'est que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et c'est bon de maintenir cela dans les consciences nationales, parce que c'est ça qui mobilise la population, c'est ça qui fait que les gens apportent aussi leur soutien aux forces combattantes de la République. Il leur élève les failles, mais sans nommer l'ennemi. En le disant... Il n'a même pas nommé l'ennemi. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de le faire. Ben, je ne peux pas savoir pourquoi il a fait une réserve. C'est une réserve, est-ce que c'est une ellipse, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'en pointant les aspects sécuritaires, il comprend parfaitement bien l'enjeu auquel nous nous dirigeons en 2023, c'est les élections qui ne peuvent pas se dérouler dans les conditions que vit le pays aujourd'hui. Et c'est une manière, pour moi, en tant qu'analyste, de dire « je suis d'accord avec le chef de l'État » qu'il faut travailler sur les aspects sécuritaires qui ne se limitent pas seulement à l'agression du Rwanda, mais qui s'étendent aussi à des petites guerres fracticides qui se passent à gauche, à droite, dans l'intérieur des provinces où n'est même pas le Rwanda. Et donc, ni l'Ouganda d'ailleurs. Même si l'Ouganda aujourd'hui peut faire mouche de partenaires, on sait à peu près à quoi il joue. Mais c'est très bon d'épingler ces questions qui conditionnent aussi et surtout la vie de chaque Congolais. Toute perte en vies humaines est une perte grave pour toute la République et en deuil en même temps la République. Charles Mouchezi, dans cette interview, on a tenté de ressortir, on dirait, un programme, une vision de campagne, alors que Vital Kamerhe demeure l'allié inconditionnel de Félix Tshisekedi, à ce que je sache, en 2023. Voilà, les détracteurs de Félix Tshisekedi, en ce moment, peuvent-ils trembloter parce que l'attaquant de pointe revient à la charge pour défendre son allié?
C'est possible qu'il y ait des gens qui soient mal à l'aise avec la libération de Vital Kamerhe. J'ai déjà entendu qu'il y en avait même parmi ses proches. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais toujours est-il qu'il y en a qui vont perdre quelques privilèges parce que quelqu'un qui est plus âgé qu'eux, plus expérimenté qu'eux, revient sur le terrain où il a disparu pendant un temps. Donc c'est possible qu'il y ait quelques malheureux. Mais une fois encore, je crois qu'en systématisant son discours sur un certain nombre de points qui ne vont pas bien, il s'est allié, il s'est confirmé comme un allié capable de contribuer ou de continuer à contribuer pour la résolution de ces gaps, de ces problèmes. Parce que, rappelez-vous qu'il a utilisé le mot partenaire politique. Et donc, je connais le problème et dans le cas d'un partenariat politique avec Tshisekedi, on va essayer d'y travailler. Mais maintenant, pour 2023, je ne sais pas. Je ne peux même pas prédire parce que, comme j'ai dit tout au début, tout est possible en politique. Il peut se retourner contre lui avant peut-être pas se retourner contre lui. Avant le grand jour et se déclarer, par exemple, candidat. C'est possible. Mais il peut Nous aussi dire qu'il au pouvoir. Et il peut aussi dire qu'il n'est candidat à rien du tout. Alors, les alliés plutôt de Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée, on sait qu'il y a des poids lourds, mais il y a un qui donne parfois des insomnies. Au grand camp de Félix Tshisekedi, qui est soudé autour de lui, Mbosso, Bahati Lukwebo et tant d'autres. Est-ce que le camp de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi peut redouter ce grand retour politique? Absolument. Parce qu'on connaît quand même l'approche Kamerhe, c'est une approche absolument. D'abord, qui fait parfois mal. Lorsqu'on parle de popularité, je ne sais pas dans quelle province Katumbi est particulièrement populaire. Ça, c'est des candidats, je crois, qui sont fabriqués un peu par l'Occident, et puis c'est tout. À travers les populaires, à travers les médias, mais je ne sais pas combien de personnes sont véritablement derrière lui. Et on sait très bien que la plupart de son entourage, c'est des aigris, des gens qui ont été chassés du gouvernement ou qui ont mal géré. En tout cas, des gens qui ont occupé des fonctions dans le régime de Kabila et même avant, mais qui n'ont pas démontré une quelconque performance. Qu'à cela ne tienne, je donne aussi de l'importance à la durée de temps qui a été accordée par le président de la République à cette audience avec Kamerhe. 2 heures du temps pour un chef de l'État, c'est énorme. Mais Katumbi aussi, pendant les consultations à Veilly, il avait eu un peu plus de 2 heures avec le chef de l'État. Quand il est ressorti, il avait les sourires sur les lèvres, c'était un peu plus de temps. Avec Baïmoto, c'était un peu plus de temps, donc voilà. Mais après, ils ne se sont plus jamais revus. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de suite à cet échange qu'ils avaient eu avant. On va voir, par le temps qui va venir, dans quelle mesure nous pourrions confirmer si le partenariat entre Vital et Félix continue et sous quelle forme il va s'orienter. Mais qu'à cela ne tienne, quelqu'un qui vient tout droit de cette privation de liberté et qui est reçu immédiatement par le chef de l'État pendant 2 heures, je crois que ce n'est pas rien. Ce n'était pas une visite de condoléances, d'encouragement, etc. Et très clairement, il s'avère que c'était une rencontre technique où on avait un ordre du jour très clair avec des points sur lesquels on a discuté. Sinon, ce serait un bavardage, ils se rencontreraient peut-être dans un hôtel quelque part ailleurs, dans une vie privée. Mais là, c'était très officiel et je donne de l'importance à cet événement en tant que politique. Peut-être une dernière préoccupation. En politique, il n'y a pas de cadeau. Est-ce qu'on peut redouter la réaction, même tardive, d'un léopard blessé en public, comme ça s'est passé lors du procès 100 jours, et puis après, voilà, comme on dit, la justice, réhabilitée par la justice, et dans les jours qui viennent, pour peut-être régler les comptes au-delà du pardon verbal dont il a parlé dans l'interview. En observant la plupart d'acteurs politiques au Congo, je crois que Kamerhe a une attitude plutôt du type conciliant. Je l'ai vu retourner vers les gens qu'il avait quittés, les Bitakwira, etc., et leur parler sans beaucoup de
de gêne, etc. Je ne crois pas que ce soit un homme qui aligne souvent son action politique sur la revanche. Ça peut être de la naïveté ou de la malice, je ne sais pas. Mais très visiblement, c'est un homme qui n'a pas de conflit. On ne lui connaît pas, en tout cas, un ennemi politique individuel. Cela est suffisamment disert, en tout cas, ça témoigne suffisamment de la qualité de l'individu et de la qualité de son engagement politique. Bon, maintenant, après, est-ce qu'il sera appelé à rebondir pour se venger? Non, ce serait très maladroit. D'abord, lorsqu'on passe le temps à mûrir une vengeance, on perd énormément d'énergie et on perd le temps pour travailler effectivement, pour faire des partenariats solides et pour se projeter dans l'avenir, parce qu'on est limité dans un carcan de la hargne, de la haine et de la vengeance, ce qui est tout à fait animal à mon avis. Ce serait très animal. D'accord. Et je ne lui accorde pas, je crois, cette attitude. Voilà, pour l'instant, on s'est clos. Nous vous remercions d'avoir réfléchi avec nous. Nous, on a réfléchi à haute voix. Nous ne sommes pas allés dans les réseaux sociaux. Encore moins, bon, voilà, dans un coin quelque part. C'est une réflexion à haute voix et publiquement. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est aux politiques de décider de la suite. Merci. Très bonne soirée. Merci infiniment. Bonne fête de l'indépendance dans la méditation. 62 ans. Mais nous sommes en deuil parce que ce sont les hommages à Lumumba. Eh ben, 62 ans, ceux qui ont 62 ans sont les pépés et les mémés maintenant. Mais justement, dans ma culture, on ne pleure pas un grand-père. On devait fêter. On ne pleure pas un grand-père dans ma culture. On devait être heureux de le recevoir, de l'enterrer, de prendre, de boire et de manger, de danser même à la limite. Il y a un concert qui est prévu au stade Mais de Martyr. voilà justement ce qui systématise la fête. Voilà. Alors moi, à la place de danser, je préfère que nous puissions nous remettre en cause, comme l'a dit Mabika Kalanda, la remise en question, base de la décolonisation mentale. Bonsoir Charles Mouchizi. Bonsoir chez vous. Et pour ceux qui vont danser demain, alors bonne évasion. Je reçois un autre Charles qui va vous remplacer dans quelques instants pour parler maintenant Lumumba et de ses hommages. Festival Addition la Gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire, loup l'éternel. Après la première édition au Théâtre de Verdure, nos regards sont tournés à l'Académie des Beaux-Arts, dans la commune de Lingola. 30 juin 2022, 14h, Festival Addition la Gloire, avec remise du trophée Louange. Garantie et rendez encore, les services au sein, les rendez-vous est fixé avec les chantres de l'Éternel, de la République démocratique du Congo, RDC, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Angola et tant d'autres. Festival Addition la Gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire loue l'Éternel. Gloire et louange soient rendus à l'Éternel du Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. 30 juin 2022, à l'Académie des Beaux-Arts, Festival Addition la Gloire, avec remise du trophée Louange. Le rendez-vous est pris.